Lors de notre audience de divorce, elle m'a regardé droit dans les yeux et a dit « Je vais enfin vivre de sa fortune ». La pièce a éclaté de rire. Les journalistes, les spectateurs, même son propre avocat ont essayé de cacher un sourire. Pas moi. J'ai simplement fouillé dans ma mallette, tendu une enveloppe à la juge et chuchoté, vérifié la date sur sa signature. 10 secondes plus tard, la juge a commencé à rire si fort que son marteau a failli lui glisser des mains. Et c'est à ce moment-là que ma femme est devenue blême. On pouvait entendre sa respiration se bloquer tandis que tout son empire de mensonges s'effondrait en temps réel. Ce jour-là, j'ai appris que le silence peut être plus puissant que la vengeance. Avant de partager mon histoire, j'aimerais savoir que vous êtes là avec moi. Commentez, salut, ci-dessous ou dites-moi d'où vous regardez. J'adore voir jusqu'où mon histoire peut porter. Parfois, savoir que quelqu'un écoute fait toute la différence. Merci. Et maintenant, laissez-moi tout vous raconter. Je m'appelle Julien Roche, et ceci n'est pas seulement une histoire de trahison ou d'argent. C'est l'histoire de comment j'ai perdu tout ce que je croyais réel et trouvé quelque chose de bien plus puissant, la vérité. Si on vous a déjà menti, si on vous a manipulé ou fait sentir petit, abonnez-vous. Rejoignez-moi, car personne ne mérite d'affronter la tempête seul. La nuit du gala brûle encore dans ma mémoire comme la chaleur écrasante de la Provence, magnifique de loin, insupportable de près. La fondation Vasarely scintillait dans une douce lumière ambrée, chaque mur couvert de nuances de sable et d'os, le genre d'art qui donnait au silence une impression de luxe. J'étais là parce que mon cofondateur avait insisté. Lumen 6 venait de clôturer un tour de financement de 11 millions d'euros, et les investisseurs voulaient que je sourie pour les photos, que je tienne un verre de Pinot et que j'ai l'air de ne pas mourir de l'intérieur à cause de l'épuisement. Je codais 16 heures par jour, enchaînant les vérifications diligentes et négociant des clauses qui auraient pu étouffer une start-up. Je n'étais pas d'humeur à la conversation légère, et encore moins à être admiré. C'est là que je l'ai vue, Éléonore Vasseur. Elle se tenait près de l'arche principale de la galerie, une robe argentée captant la lumière comme si elle était faite de reflets. Elle avait cette capacité rare de faire paraître tout le monde autour d'elle moins vivant. J'étais à mi-chemin d'un hochement de tête poli quand elle s'est approchée, souriant comme si elle savait déjà quoi dire. « Vous êtes Julien Roche, n'est-ce pas ? Le fondateur de Lumen 6. J'ai lu un article sur votre levée de fonds 11 millions, c'est bien ça ? » Son ton n'était pas de l'admiration. C'était une évaluation. Elle ne m'a pas posé de questions sur mon produit comme les autres. Elle est allée droit au cœur du sujet. « Dites-moi, dit-elle, comment avez-vous géré les clauses de propriété intellectuelle pendant la série B ? Avez-vous maintenu le vesting des fondateurs ou restructuré sous une nouvelle table de capitalisation ? Cela m'a pris au dépourvu. La plupart des gens à ces événements utilisaient des mots à la mode pour paraître intelligents. Elle parlait comme si elle vivait à l'intérieur des documents. Je lui en ai dit un peu assez pour paraître ouvert mais pas imprudent. Elle a hoché la tête, écoutant attentivement, comme si elle prenait des notes derrière ses yeux noisettes calmes. Puis elle a souri. « Vous êtes rare, a-t-elle dit. Vous avez choisi l'intégrité plutôt que l'acquisition. La plupart des gens se seraient vendus. » Cette phrase a atterri exactement là où vivait mon ego. Pour un homme à qui on avait dit pendant des années qu'il était trop idéaliste, ces paroles étaient comme une récompense. Nous avons dérivé de la galerie vers le bar sur le toit. La montagne Sainte-Victoire s'étendait au-delà des lumières de la ville, le vent provençal tranchant la nuit comme la vérité elle-même. Elle a parlé de couleurs et de motifs, de la façon dont Cézanne peignait l'isolement comme un acte de courage. C'est la même chose quand on construit quelque chose à partir de rien, dit-elle en passant ses cheveux derrière son oreille. Le monde voit la beauté. Vous voyez la survie. Elle m'a interrogé sur mes routines, mon insomnie, ma mission. Cela ne semblait pas indiscret, j'avais l'impression d'être compris. Quand elle s'est penchée et a demandé « Est-ce que vous numérisez chaque contrat vous-même ?» j'ai ri. Bien sûr. Chaque signature est comme une empreinte digitale. Elle a souri, ses yeux se dirigeant vers le stylo Uniball Signaux accroché à ma veste. Bel outil, a-t-elle dit. Encre propre, constante, fiable. Je ne savais pas que ce simple détail, le fait qu'elle ait remarqué mon stylo, deviendrait un jour une arme. Nous avons échangé nos numéros avant de partir, son parfum légèrement mêlé à la sauge des collines. 15 minutes plus tard, mon téléphone a vibré. Vous avez l'air de quelqu'un qui a enfin trouvé la paix sous toute cette pression. J'espère que vous êtes bien rentré. La précision du timing m'a donné l'impression d'avoir été choisi. Cette nuit-là,
je me tenais près de la fenêtre de l'hôtel, regardant la garrigue s'étendre à l'infini. Elle m'avait dit plus tôt, le paysage provençal ne cache jamais rien sous le soleil. Je l'avais cru à ce moment-là. Je ne réalisais pas que certains mensonges s'épanouissent le mieux sous la lumière des étoiles. 6 mois plus tard, je pensais avoir trouvé la paix. Notre masse provençale sur la route de Cézanne ressemblait à quelque chose sorti d'un magazine de rénovation, un balcon en bois face aux montagnes, la lumière du soleil s'accumulant sur les murs blanchis à la chaux, des matins qui sentaient le café et la sauge. Éléonore s'y intégrait sans effort, comme si la maison avait été construite pour elle. Elle préparait le petit déjeuner avant que je ne sois réveillé, laissait des notes manuscrites dans ma mallette et envoyait des fleurs à l'Humaine 6 tous les vendredis avec des messages comme « Continue de construire, rêveur ». C'était enivrant quelqu'un qui non seulement comprenait mon monde, mais semblait vouloir le construire avec moi. Elle s'asseyait dans mon bureau à domicile, les jambes repliées sous elle, feuilletant des formulaires d'assurance et des reçus de garantie. « Tu as besoin de quelqu'un pour te garder organisé, disait-elle, mi-taquine, mi-autoritaire. » Je ne discutais pas. Elle a proposé de m'aider à trier de vieux contrats, juste l'assurance, les renouvellements, les services publics, ce genre de choses. J'étais submergé par le code, alors je l'ai laissé faire. Quand elle a demandé l'accès à mon dossier sur le cloud, juste pour réarranger les choses, j'ai accordé une autorisation de lecture seule. Elle a ri, m'a traité de paranoïaque et m'a embrassé sur la joue. J'ai pris cela pour de l'affection, pas pour de la stratégie. Tard un soir, je suis rentré du bureau de la Durane. Les lumières de mon bureau étaient allumées. Je suis entré doucement, m'attendant à la trouver en train de lire, mais elle a sursauté comme si elle avait été surprise. Le scanner bourdonnait encore. Je cherchais la garantie de l'imprimante, dit-elle en souriant trop vite, refermant le couvercle. L'écran s'est figé un instant. J'ai hoché la tête, trop fatigué pour poser des questions. Une semaine plus tard, en triant le courrier, une notification bancaire a glissé un relevé de transactions que je ne reconnaissais pas avance de fonds, Casino de Monaco, plateforme de paris en ligne dont je n'avais jamais entendu parler. 35 000 € au total. Mon cœur s'est glacé. Quand je l'ai confrontée, elle s'est effondrée en larmes avant que j'aie fini ma phrase. Ce n'est pas ce que tu crois, sanglota TL. J'avais juste besoin de ressentir quelque chose de réel à nouveau. Le stress, le silence. Ça m'a eu. Ces mots étaient répétés, mais assez fragiles pour paraître vrais. Puis le changement est survenu. Tu aimes plus ton entreprise que moi, dit-elle, la voix tremblante, les yeux rouges. Tu préférerais épouser ton code. Je voulais argumenter, crier, mais la culpabilité pesait plus lourd. Peut-être avait-elle raison. J'avais construit des murs de données et de feuilles de calcul, et elle était la première personne à avoir jamais essayé d'y entrer. Alors, j'ai fait ce que la logique me disait de ne pas faire. J'ai payé la dette discrètement pour la sauver, pour nous sauver. Nous avons établi une règle après cela, transparence totale. Elle a promis d'arrêter de jouer, de commencer une thérapie, de reconstruire la confiance. Je l'ai cru parce que j'en avais besoin. J'admirais même la façon dont elle essayait de tout remettre en ordre. Chaque surface brillait. Chaque dossier était soigneusement étiqueté. Un après-midi, je l'ai regardée nettoyer la vitre du scanner avec de l'alcool et un chiffon en lin jusqu'à ce qu'elle luise. Les choses propres fonctionnent mieux, dit-elle doucement. J'ai souri, ne réalisant pas qu'elle ne nettoyait pas pour l'efficacité. Elle effaçait des empreintes digitales. Cette nuit-là, alors qu'elle dormait à côté de moi, j'ai ouvert mon ordinateur portable pour examiner les journaux d'activité du cloud. J'avais commencé à activer des audits internes des semaines plus tôt, juste pour maintenir la sécurité. J'ai vu un nom familier accéder au dossier partagé à des heures indues. Mon cœur a hésité. J'ai fermé l'ordinateur portable, me convainquant que c'était juste elle qui organisait. Après tout, la confiance avait besoin d'espace pour respirer. Le lendemain matin, elle m'a tendu un café, m'a embrassé sur le front et a dit « Tout va bien maintenant, n'est-ce pas ?» J'ai hoché la tête, ne sachant pas que les fissures avaient déjà commencé à s'élargir sous les murs du mas. Elle a souri. « Tu vois ? Propre et simple, comme j'aime. » Dehors, le paysage provençal scintillait sous le soleil du matin. Il paraissait pur, intact, infini. Mais quelque part sous cette lumière aveuglante, quelque chose bougeait déjà. Silencieux, patient, attendant le bon moment pour faire surface.
La lumière du matin à Aix-en-Provence tranchait les murs du mas comme une lame, nette et incolore. Je suis rentré plus tôt que d'habitude pour prendre le chargeur de mon ordinateur portable avant un appel avec des investisseurs. La maison était silencieuse, à l'exception du léger bourdonnement de l'imprimante et de l'odeur d'encre fraîche qui flottait dans le couloir. Quand je suis entré dans mon bureau, Éléonore était là, agenouillée près du classeur. Un dossier était à moitié ouvert, des papiers étalés comme des plumes sur le sol. L'étiquette du dossier indiquait « Table de capitalisation, restreint ». Elle a levé les yeux, surprise, sa voix trop calme pour de la surprise. « Oh, salut. Je cherchais juste nos formulaires d'impôt. » La feuille dans sa main n'était pas un document fiscal. C'était une copie de la licence commerciale de Lumen 6, celle estampillée du sceau d'enregistrement de l'entreprise. Je n'ai pas haussé la voix. J'ai juste dit « Remets ça à sa place ». Ses lèvres se sont courbées en un sourire doux et détaché, mais ses doigts ont traîné une seconde de trop avant qu'elle ne glisse le papier en place. Après qu'elle ait quitté la pièce, j'ai vérifié le classeur. Les dossiers étaient réarrangés de manière subtile, mais pas aléatoire. Certains avaient des pense-bêtes avec une écriture qui n'était pas la mienne. Mon pouce est resserré. J'ai ouvert mon application de sécurité, examinant les journaux de mouvement de la semaine précédente. 3 nuits entre 1h et 3h du matin, la caméra de mon bureau avait enregistré des mouvements. J'étais endormi à côté d'elle à chaque fois. Cet après-midi-là, j'ai appelé mon avocate, maître Isabelle Perrin, une femme qui parlait avec le genre de précision qui faisait même de la vérité une clause légale. Je lui ai raconté ce que j'avais vu, ce que je soupçonnais. Il y a eu une pause à l'autre bout du fil. Puis elle a dit, « Julien, si elle accède aux documents de l'entreprise, nous entrons en territoire dangereux. » J'ai traité des cas où un conjoint antidate des signatures pour transformer des capitaux privés en biens matrimoniaux. Cela arrive plus souvent que vous ne le pensez. Son ton portait le poids de l'expérience. Si elle vous fait signer quoi que ce soit n'importe quoi sous le prétexte des actifs partagés, ne le faites pas. Pas sans vérification. Cette nuit-là, j'ai resserré chaque serrure. J'ai changé le code du coffre-fort, réinitialisé les mots de passe du cloud et activé les alertes d'accès aux fichiers pour les connexions en dehors des heures de bureau. Chaque numérisation ou impression laissait désormais un filigrane numérique avec un horodatage. J'ai mis en place une piste d'audit si complète que j'avais l'impression de fortifier un château. Maître Perrin m'a aidé à revoir le contrat de mariage, mes contrats commerciaux, et à même rédiger des documents de divorce préliminaires, au cas où je devrais agir le premier. Je détestais cette idée, mais je détestais encore plus l'ignorance. Quelques jours plus tard, en nettoyant mon bureau, j'ai remarqué mes stylos éparpillés, l'Unibail Signaux que j'avais utilisé pour les signatures des investisseurs et un Pilot G2 que j'avais à peine touché. J'ai marmonné pour moi-même, l'encre laisse toujours une trace. Elle a levé les yeux du comptoir de la cuisine où elle organisait le courrier et a demandé nonchalamment, « C'est quel modèle, celui-là » Je lui ai répondu sans réfléchir. Elle a hoché la tête, a souri et est retournée trier les enveloppes. Ce soir-là, alors que nous mangions en silence, elle a tendu la main sur la table et a touché la mienne. « Tu sais, ce qui est à toi est à moi », a-t-elle dit. Son ton était léger, mais ses yeux cherchaient une réaction en moi. J'ai forcé un petit sourire, sentant la frontière entre l'affection et l'intrusion s'estomper au-delà de toute reconnaissance. Après le dîner, elle a mis de la musique et a dansé seule près du balcon, les lumières de la ville vacillant sur sa robe argentée comme un reflet de la nuit où nous nous sommes rencontrés. Je me tenais dans l'embrasure de la porte de mon bureau, regardant le tiroir verrouillé qu'elle avait touché ce matin-là. Mon esprit repassait chaque accident, chaque numérisation nocturne, chaque question prudente qu'elle avait jamais posée sur les capitaux propres et la propriété intellectuelle. Quelque chose en moi s'est durci. Si elle franchissait à nouveau cette ligne, je n'attendrais pas qu'elle décide de la suite. Ce serait moi. Quand j'ai finalement éteint la lumière, l'imprimante a clignoté une fois avant de s'assombrir. Le son était faible, presque plein de remords, comme la fin de quelque chose qui était autrefois ordinaire. 2 semaines plus tard, je suis entré dans la division des crimes financiers de la police judiciaire d'Aix-en-Provence. L'air sentait le café brûlé et le papier éventé. Le commissaire Luc Moreau m'a accueilli avec la lassitude calme de quelqu'un qui a vu trop de tromperies pour être surpris par quoi que ce soit. Quand j'ai expliqué ma situation, il a écouté en silence, tapotant un stylo contre son carnet. « Vous n'êtes pas le premier », a-t-il finalement dit. Éléonore Vasseur est sur mon radar depuis des années. Il a sorti un dossier, épais et froissé par la manipulation.
Antoine Garnier, entreprise de construction de Lyon. Marié avec elle pendant 2 ans, a perdu la moitié de ses actifs quand elle a soumis ce qui ressemblait à un accord de partenariat légitime, complet avec sa signature vérifiée. J'ai senti ma gorge se serrer. Moreau m'a tendu des photocopies des notes de l'affaire. Il a prétendu qu'il s'agissait d'un faux, mais il n'y avait pas assez de preuves scientifiques à l'époque. Elle était prudente, toujours un pas en avant. Je suis allé à Lyon le lendemain matin, le givre poudrant l'autoroute comme de la cendre. Antoine m'a rencontré dans un restaurant à moitié vide sur la rue de la République. Il paraissait plus vieux que ses 45 ans, la peau pâle sous les néons. « Vous êtes le gars de la tech qu'elle a épousé après moi », a-t-il dit, sans méchanceté. « Je suppose que c'est votre tour. » Il m'a raconté comment elle lui avait apporté un whisky un soir, disant qu'elle avait besoin d'une signature pour finaliser un paiement de fournisseur. Il avait signé, à moitié endormi. Des mois plus tard, cette même page était devenue un contrat la déclarant copropriétaire de son entreprise. Elle est brillante, dit-il en secouant la tête. Un cœur enveloppé de jargon juridique. Il a glissé une enveloppe sur la table. À l'intérieur se trouvait un courriel imprimé avec pour objet, projet d'accord de capitalisation. Envoyé de l'adresse d'Éléonore à 2h14 du matin, 3 semaines après la finalisation de leur divorce. Les métadonnées, surlignées en rouge, montraient que le fichier avait été créé après la date du règlement. Je l'ai gardé, a dit Antoine. Je ne savais pas pourquoi. Je suppose que maintenant je sais. De retour à Aix, Moreau m'a montré un autre dossier, Bastien Leroy, un investisseur immobilier de Marseille. Même modus operandi, a-t-il dit. Elle a prétendu qu'il lui avait cédé des intérêts immobiliers. L'affaire a été classée faute de preuves. Bastien m'avait envoyé un courriel après que Moreau l'ait contacté. En pièce jointe, il y avait une numérisation de son ancienne signature. Quand je l'ai ouverte, l'air dans mes poumons s'est glacé. Les boucles, l'inclinaison, la pression identique aux miennes. J'ai fouillé dans mes propres contrats cette nuit-là. La ressemblance était troublante, comme si mon écriture avait été répétée, perfectionnée et transformée en arme. Les mots de Moreau résonnaient dans ma tête. Elle étudie ses cibles, s'entraîne jusqu'à ce qu'elles possèdent leurs mains. Je lui ai demandé, à quel point pensez-vous qu'elle a commencé à apprendre la mienne tôt? Il n'a pas hésité. Probablement la nuit où vous l'avez rencontrée. Les gens comme elle collectionnent les détails avant de collectionner les cœurs. Je suis rentré chez moi à l'aube, le paysage passant de l'or au blanc sous le soleil levant. En chemin, j'ai cherché sur mon téléphone des photos de ce gars-là. Sur l'une d'elles, Éléonore se tenait à côté de moi, tenant un verre de vin. Sur la table de cocktail à côté d'elle se trouvait une serviette en papier avec une vague signature de la même forme que la mienne. Je me suis souvenu de l'avoir griffonnée en expliquant notre flux de produits à un investisseur potentiel. Elle a dû la garder. Mon premier autographe pour elle, est le modèle de tout ce qui a suivi. Quand je suis rentré à la maison était trop silencieuse. L'odeur de nettoyant à la lavande flottait dans l'air. Éléonore était dans la chambre, pliant des vêtements dans une valise en cuir. « Ne t'inquiète pas, dit-elle avant que je puisse parler. J'ai juste besoin de quelques jours pour me vider la tête. » J'ai jeté un coup d'œil au papier à côté de ses bagages, des feuilles vierges embossées du filigrane de l'Humaine 6. Mon estomac s'est noué. Je savais exactement avec quoi elle prévoyait de les remplir. Ce soir-là, j'ai envoyé un courriel au commissaire Moreau avec une demande officielle d'ouvrir une enquête pour fraude. J'ai joint des copies du courriel d'Antoine, de la signature numérisée de Bastien et des rapports de métadonnées. Il a répondu par une seule ligne, « Nous nous en occupons à partir de maintenant ». En signant le rapport de police, j'ai regardé mon propre nom sur le formulaire, mon écriture soudainement étrangère. Chaque trait d'encre semblait plus lourd qu'il ne le devrait, comme un contrat entre le passé et la vérité. Pour la première fois, j'ai compris ce que Maître Perrin voulait dire quand elle disait « l'encre se souvient ». À partir de ce moment, moi aussi. Le laboratoire d'analyse de documents de la gendarmerie ne ressemblait en rien au monde extérieur. Dehors, la Provence brillait d'or et de douceur sous un vaste ciel bleu. Ici, tout était acier et néon, blanc froid et absolu. J'ai suivi le commissaire Moreau dans le couloir étroit, mes chaussures résonnant sur le carrelage. La pièce sentait légèrement l'éthanol et l'encre d'imprimante. Amélie Renaud était plus jeune que ce à quoi je m'attendais, 29 ans peut-être, avec des cheveux courts et des yeux qui voyaient trop de choses, trop vite. Elle parlait vite, chaque mot coupé avec détermination.
Vous êtes le fondateur de la tech, n'est-ce pas? Celui dont la femme a déposé des documents de partenariat le mois dernier. J'ai hoché la tête. Elle a enfilé des gants et a fait un geste vers une pile de dossiers. Ce sont les originaux qu'elle a soumis. Voyons ce que l'encre a à dire. Sous le microscope, ma signature paraissait étrangère, tremblante et trop confiante à la fois. Les traits du stylo ne sont pas connectés naturally. Vous voyez ça, dit-elle en pointant. Des lignes tracées. Quelqu'un a copié votre signature et l'a reproduite trait par trait. Elle a ajusté le grossisseur, et sous la lumière ultraviolette, de légères paillettes argentées brillaient à travers le noir. Cette brillance, a-t-elle expliqué, provient d'un additif polymère. Encre gel Uniball Signo 307, fabriqué il y a seulement 6 mois. Elle a tourné une autre page. Mais le document de votre femme est daté d'il y a 18 mois. C'est un problème pour elle. Moreau s'est penché en avant. Assez pour porter plainte? Pas encore, a-t-elle dit. Elle ne l'a pas utilisé publiquement. Si elle présente cela au tribunal, cela devient une intention de frauder. C'est là que nous agissons. J'ai expiré, réalisant pour la première fois que la patience pouvait être une arme. Amélie a glissé une autre feuille sous le microscope. Ici, murmura-t-elle en zoomant. Remarquez la police de la phrase signée de plein gré et légèrement plus fine, un espacement avec une différence de 0,2 mm dans le crénage. Elle a été copiée d'un autre document. Elle l'a collée. Moreau a sifflé doucement. Méticuleux, mais négligent dans les détails. Amélie a imprimé ses conclusions, signant le rapport d'un geste élégant. Elle l'a scellé dans une enveloppe épaisse marquée, pièce à conviction R13. Quand elle me l'a tendu, le papier semblait plus lourd que son poids. Les preuves ne faisaient pas que prouver des choses, elles ancraient la réalité. De retour dans mon bureau cette nuit-là, j'ai lu le rapport d'expertise 3 fois. Le bourdonnement de mon imprimante remplissait la pièce, régulier et bas, le même rythme que j'avais entendu d'innombrables nuits en construisant mon entreprise. Je pouvais sentir la légère chaleur de l'encre neuve et j'ai pensé à Éléonore essuyant la vitre du scanner des semaines auparavant, sa voix chantante, les choses propres fonctionnent mieux. J'ai placé l'enveloppe dans le coffre-fort, j'ai tourné la molette et je me suis murmuré, laisse-la tomber dans son propre piège. À minuit, mon téléphone a vibré. Un message d'elle. Assure-toi d'avoir tous les documents prêts. Le tribunal appelle bientôt. J'ai répondu, les doigts stables sur la lueur de l'écran, déjà prêt. Puis j'ai éteint la lumière et j'ai regardé la ville dormir, sachant que la vérité avait maintenant un horodatage. Elle a choisi le Mas des Vignes, le vieux restaurant sur la route de Cézanne, le genre d'endroit où la musique et les secrets se mélangeaient facilement. Les lampes jaunes projetaient de doux halos sur les tables en bois, et l'odeur de pastis flottait entre les conversations. Quand je suis arrivé, elle était déjà là, un verre de vin rouge à moitié vide devant elle. « Tu as l'air fatigué, dit-elle légèrement, comme si nous étions encore mariés. Je me suis assis en face d'elle. Elle a souri avec ce même calme sans effort qui m'avait autrefois désarmé. Finissons pacifiquement, a-t-elle commencé. Partage à 50-50. Rapide, net. Puis elle a glissé une fine enveloppe sur la table. Je n'y ai pas touché. Qu'est-ce que c'est? La preuve que tu étais déjà d'accord, a-t-elle dit. Signé et daté d'il y a 18 mois. Mon propre nom me regardait depuis le papier des traits parfaits, des boucles familières. J'ai dû retenir un rire. Elle n'avait aucune idée que le laboratoire avait déjà cartographié chaque molécule de cette encre. Et si je ne suis pas d'accord, ai-je demandé. Sa voix s'est adoucie pour devenir presque gentille. Alors le tribunal le saura. Ils me croient, Julien. Ils le font toujours. J'ai appris à faire parler les signatures pour moi. J'ai laissé un sourire fantomatique effleurer mon visage, en faisant attention de ne pas en faire trop. Mon téléphone enregistrait chaque mot dans ma poche. Peut-être que j'ai juste besoin de 48 heures pour réfléchir, ai-je dit. Je veux toujours être juste. Elle a touché mon poignet. C'est tout ce que j'ai toujours voulu. Dehors, le vent s'est levé, dispersant la poussière sur le parking. Je suis allé à ma voiture et je me suis assis dans le noir, rejouant la conversation, sa voix nette et stable sur l'enregistrement. Puis j'ai vérifié mon ordinateur portable. Une alerte de sécurité clignotait. Quelqu'un accédait au dossier cloud de mon entreprise. L'horodatage correspondait au moment où elle avait quitté le restaurant. Elle n'était même pas subtile.
Utilisant un compte en lecture seul, elle avait exécuté un script automatisé pour extraire les fichiers de contrats originaux. J'ai sauvegardé les journaux et les ai envoyés à Moreau. Sa réponse est arrivée quelques minutes plus tard. Elle se prépare à les soumettre. Exactement ce dont nous avons besoin. À 2 heures du matin, un autre courriel est arrivé d'une adresse privée intitulée « Assistance juridique privée ». La pièce jointe était le même contrat frauduleux, sauf que les métadonnées indiquaient maintenant l'auteur comme « EV ». Je l'ai transféré à Maître Perrin. Son message est revenu presque instantanément. Parfait. Laisse-la le déposer. Dès qu'elle le fait, c'est terminé. Le lendemain matin, je l'ai regardée par la fenêtre alors qu'elle quittait la maison. Elle était vêtue de blanc, la même couleur qu'elle portait à notre mariage, sa mallette serrée comme un trophée. Je ne l'ai pas arrêtée. Le piège était déjà tendu. Ce soir-là, le ciel au-dessus d'Aix-en-Provence est devenu cuivré. Je me suis assis seul sur le balcon, le vent transportant la musique lointaine du mas des vignes depuis la colline. J'ai ouvert mon carnet et j'ai écrit une seule ligne, quand quelqu'un ment assez longtemps, il commence à croire que c'est la vérité. Je laisserai la vérité rire pour moi. 1 heure plus tard, mon téléphone a vibré avec un dernier texto d'elle. Demain, nous réglerons tout au tribunal. J'ai fixé le message jusqu'à ce que l'écran s'assombrisse, puis j'ai répondu « oui ». Tout. La garrigue dehors était silencieuse, à l'exception du murmure du vent dans le canyon, le même son que la nuit où nous nous sommes rencontrés, quand elle m'avait dit « le paysage provençal ne cache rien sous le soleil ». J'ai enfin compris ce qu'elle avait omis. Il cache tout dans l'obscurité. Lundi matin, 9 heures. Le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence bourdonnait de la tension d'un théâtre avant le lever de rideau. La lumière du soleil entrait à flot par les hautes fenêtres, se répandant sur les murs ocres, transformant la pièce en quelque chose de à la fois sacré et impitoyable. Chaque siège était occupé, des journalistes locaux, des employés de l'Humaine 6, même Antoine Garnier et Bastien Leroy au 3e rang, leur visage un mélange de vengeance et de soulagement. Éléonore était assise de l'autre côté de l'allée, vêtue de crème, calme et impeccable, comme elle l'avait toujours été avant de frapper. Son avocat a redressé sa cravate et a commencé sa déclaration liminaire, la dépeignant comme l'épouse dévouée qui a tout sacrifié pour l'empire de son mari. Elle s'est tenue à ses côtés pendant des années de nuit blanche, a-t-il déclaré. Et maintenant, elle ne demande que sa juste part. La salle d'audience a bourdonné de murmures de sympathie. Je n'ai pas bougé. Mes mains reposaient sur l'enveloppe scellée marquée, pièce à conviction R13, le papier froid sous mes doigts. Puis Éléonore s'est levée, sans attendre le signal de son avocat. Madame la juge, a-t-elle commencé, sa voix exercée et résonnante, je souhaite parler pour moi-même. La juge Hélène Lambert, aux cheveux d'argent et au regard perçant, l'a autorisée d'un signe de tête mesuré. Éléonore a ouvert sa mallette en cuir et en a sorti une épaisse pile de papier, chaque coin parfaitement aligné. J'ai ici, a-t-elle annoncé, l'accord original que mon mari a signé de son plein gré, me cédant 50% des avoirs de l'Humaine 6. Je ne cherche que ce qui m'a été promis. Une vague de chuchotements a parcouru la pièce. J'ai gardé le regard bas, stable, attendant. Puis elle a prononcé la phrase qui l'a entrée à jamais. Après aujourd'hui, a-t-elle proclamé, je vivrai enfin de sa fortune. J'ai mérité chaque centime. 3 ans d'endurance, et maintenant il est temps de percevoir. Des rires ont commencé au fond de la salle, doux au début, puis se propageant gênés, incontrôlés. La juge Lambert a frappé son marteau, mais le sourire en coin sur ses lèvres a trahi son sang-froid. Éléonore l'a pris pour de l'approbation. Ce mariage était une transaction, a-t-elle continué, élevant la voix par-dessus le bruit. Et je suis ici pour réclamer mon retour sur investissement. Je me suis levé. Madame la juge, ai-je dit, calme et posée, puis-je m'approcher de l'estrade? La juge a fait un geste vers l'avant. J'ai porté l'enveloppe jusqu'à elle, chaque pas délibéré. S'il vous plaît, madame, ai-je dit tranquillement, vérifiez la date de l'encre et les métadonnées intégrées dans son document. Elle a ouvert le sceau, a déplié le rapport et a lu. Le silence s'est fait dans la pièce. Ses sourcils se sont d'abord levés, puis est venu le plus petit son, une expiration brusque qui s'est transformée en autre chose. Un rire. Pas de la moquerie, pas de la cruauté. Le rire brut, incontrôlable de la vérité faisant enfin surface. La juge Lambert a essuyé ses yeux. Madame Vasseur, dit-elle en maîtrisant son ton, l'encre utilisée dans ce soi-disant contrat a été fabriquée il y a 6 mois.
Les métadonnées du document montrent qu'il a été modifié il y a 5 semaines. Votre signature est tracée, superposée et modifiée numériquement. Les murmures dans la salle d'audience se sont transformés en halètements. Les mains d'Éléonore tremblaient. Il doit y avoir une erreur, un problème technique. Aucune erreur, a dit la juge. Les journaux que votre mari a fournis montrent que vous avez accédé à ces fichiers après avoir demandé le divorce. Vous venez de soumettre la preuve de votre propre fraude. La couleur a quitté le visage d'Éléonore. 2 officiers se sont approchés. J'ai dit doucement, l'encre ne ment pas, madame la juge. Seule la main qui la manie le fait. La juge Lambert a hoché la tête. Madame Vasseur, vous êtes en état d'arrestation pour fraude documentaire, falsification et tentative de détournement d'actifs privés. Le son des menottes métalliques a cliqué dans la pièce. Alors qu'il l'emmenait, elle s'est tournée vers moi, sa voix un murmure se brisant sur les bords. Comment as-tu fait? Ce n'est pas moi, ai-je dit. C'est le temps. La juge a frappé son marteau une dernière fois, l'écho remplissant la chambre comme la fin d'un chapitre. Les journalistes se sont précipités alors que les officiers escortaient Éléonore dehors, les flashs illuminant son visage pâle. Moreau est apparu à côté de moi, la main tendue. Vous venez de donner à beaucoup de gens la permission de se battre, a-t-il dit tranquillement. Dehors, la lumière de la Provence était aveuglante. Pour la première fois depuis des années, elle ne semblait pas cruelle. Elle semblait honnête. 6 mois plus tard, Aix-en-Provence scintillait sous le soleil d'été, sec et infini. La tempête était passée, ne laissant que la chaleur, le silence et une étrange sorte de clarté. Éléonore Vasseur a été condamnée à 5 ans de prison pour fraude, falsification et tentative de vol. Les médias ont appelé cela « l'affaire de la juge qui riait ». Son nom est devenu une fable édifiante murmurée dans les facultés de droit et aux tables de dîner. L'enquête s'est étendue, découvrant 3 ex-maris et 2 partenaires fortunés qui étaient tombés dans le panneau de la même performance. Cette fois, ils se sont présentés ensemble. Leurs témoignages ont comblé toutes les failles par lesquelles elle s'était autrefois glissée. Pendant des semaines après le procès, je n'ai rien ressenti. Pas de joie, pas de triomphe, juste un vide retentissant là où la bataille avait eu lieu. Le calme était plus lourd que le conflit. Puis, un après-midi, une enveloppe est arrivée. Pas d'adresse de retour, juste mon nom à l'encre bleue. À l'intérieur se trouvait une note d'Antoine Garnier, « Grâce à vous, nous avons retrouvé nos vies. Merci de ne pas avoir abandonné. Ce fut le début de quelque chose de nouveau. J'ai fondé la Fondation Encre Bleue, une organisation à but non lucratif soutenant les victimes de manipulations financières. Moreau s'est joint à nous en tant que conseiller, et Amélie Renaud, qui avait disséqué chaque centimètre d'encre falsifiée, a aidé à concevoir des ateliers sur l'expertise numérique et la protection des documents personnels. Elle a dit un jour, la technologie facilite la tromperie, mais elle donne aussi à la vérité de meilleurs outils. J'ai adopté cela comme notre devise. Un soir, en nettoyant le mas de la route de Cézanne, j'ai trouvé l'Unibal Signaux 307 sur lequel Éléonore m'avait interrogé le même modèle qu'elle a utilisé pour falsifier mon nom. Je l'ai placé dans un petit cadre en verre et l'ai étiqueté, preuve de la vérité. La maison avait changé. Ce n'était plus une scène pour le contrôle, mais un espace pour la reconstruction. Les employés de l'Humansys sont revenus, les rires remplissant la cour. L'entreprise a survécu. Moi aussi. Un jour, un courriel anonyme est parvenu à la boîte de réception de la fondation. Le message était court, tout le monde ne reste pas enterré sous la garrigue. L'adresse IP remontait au centre pénitentiaire où Éléonore purgeait sa peine. Je n'ai pas répondu. Je l'ai archivé. Le passé pouvait encore parler, mais il n'avait plus de pouvoir. Ce soir-là, je suis monté sur le toit alors que le soleil saignait sur l'horizon. Le ciel a pris la même teinte cramoisie que les montagnes qui avaient autrefois été témoins de notre commencement. L'air était chaud, stable, indulgent. J'ai murmuré, l'encre a séché. Je suis toujours là. Des mois plus tard, je me tenais devant un amphithéâtre de l'université d'Aix-Marseille, m'adressant à une salle remplie d'étudiants en droit. Derrière moi, la première diapositive affichait « l'affaire de la juge qui riait ». Lors de notre audience de divorce, ai-je commencé, elle s'est vantée qu'elle vivrait de ma fortune. La foule a ri, mais la juge aussi après avoir vérifié la date sur sa signature. Les étudiants se sont penchés en avant, pris entre l'incrédulité et l'admiration. J'ai souri. Vous pouvez falsifier une écriture, ai-je dit, mais pas le temps.
Dehors, à travers les hautes fenêtres, le paysage provençal scintillait dans la lumière de fin d'après-midi. Ni cruel, ni ne cachant quoi que ce soit. Il reflétait simplement ce qui avait toujours été là, la vérité, claire et incassable. Il y a quelque chose que les gens ne vous disent pas sur le fait de survivre à une trahison. Cela ne se termine pas lorsque les portes du tribunal se ferment ou lorsque les menottes se ferment d'un clic. Cela ne se termine pas lorsque votre nom est blanchi ou lorsque le monde voit enfin ce que vous avez toujours su. Cela se termine, si jamais cela se termine vraiment, dans les moments calmes qui suivent, lorsque vous êtes assis seul dans une maison qui résonnait autrefois des pas de quelqu'un d'autre, réalisant que le silence ne fait plus mal. C'est étrange comme la survie ressemble moins à une victoire qu'à la reconstruction d'une langue que vous aviez oublié comment parler. Je pensais que la vengeance était la seule chose assez forte pour me porter que si je l'exposais, si je rendais la vérité indéniable, je me sentirais libre. Mais la liberté n'est pas venue avec sa condamnation. Elle est venue des mois plus tard, dans la façon dont je pouvais enfin dormir sans vérifier les journaux de mon bureau, dans la façon dont je pouvais à nouveau rire avec mon équipe sans le poids du soupçon à l'arrière de mon esprit. Elle est venue dans la façon dont l'air de la Provence frappait mes poumons vifs, propres, non filtrés. Parfois, je me promène sur la route de Cézanne le soir, passant devant les mêmes murs de pierre qui cachaient autrefois toutes mes peurs. Les gens me regardent et voient l'homme qui a gagné une affaire célèbre, mais ce n'est pas qui je suis. Je suis juste quelqu'un qui a appris le coup de la confiance et la force qu'il faut pour la reconstruire. Il y a une sorte de deuil particulier qui vient de la réalisation que vous avez aimé un fantôme, que la personne que vous avez laissé s'approcher le plus de votre cœur était toujours en représentation. Mais le deuil, j'ai découvert, est aussi la preuve que vous étiez capable d'aimer honnêtement. Et cette honnêteté, peu importe à quel point elle vous a blessé, est ce qui vous rend à nouveau entier. Chaque mensonge qu'elle a écrit portait mon nom. Chaque signature qu'elle a falsifiée portait ma foi. Et pourtant, à la fin, ce n'est pas la rage qui m'a sauvé. C'était l'épreuve, la discipline et le temps. La vérité ne crie pas. Elle attend. Elle laisse les menteurs devenir à l'aise, confiants, imprudents. Et quand le moment vient, elle n'a pas besoin de se battre. Elle révèle simplement. C'est ce qu'était vraiment le rire du tribunal, le son de la vérité refaisant surface après des années enterrées sous le vernis et le charme. Ce n'était pas un rire cruel. C'était un soulagement. Quand je regarde en arrière maintenant, je ne la vois pas comme la méchante de mon histoire. Elle était le test, le rappel que tous ceux qui admirent votre travail n'admirent pas votre cœur. Que plus quelqu'un semble intelligent quand il vous flatte, plus vous devriez écouter attentivement. Les personnes qui vous étudient de plus près ne sont pas toujours celles qui vous aiment. Certaines mémorisent simplement les lignes qu'elles prévoient de falsifier. Mais la beauté de tout cela, la partie qui me garde plein d'espoir, est que même la pire tromperie ne peut effacer les parties de vous qui sont réelles, votre intégrité, votre persévérance, votre volonté de vous relever. L'encre peut s'estomper, mais le caractère ne le fait pas. J'ai appris à cesser de souhaiter une conclusion qui ressemble à une justice rendue dans les gros titres. La véritable conclusion est plus silencieuse. C'est choisir la paix plutôt que la preuve. C'est ce que la Fondation Encre Bleue est devenue pour moi, un moyen de transformer la douleur en protection, de m'assurer que personne d'autre ne tombe dans le piège du même type de charme déguisé en sollicitude. Nous avons aidé des dizaines de personnes à reconstruire leur vie après une manipulation financière. Et chaque fois que quelqu'un me dit « je pensais que c'était de ma faute », je me souviens de la nuit où je me suis dit la même chose. Ce ne l'est jamais. L'amour n'est pas censé vous faire sentir plus petit, confus ou effrayé par votre propre signature. Si c'est le cas, ce n'est pas de l'amour. C'est du contrôle déguisé en dévotion. Alors, si vous écoutez ceci en ce moment peut-être depuis votre cuisine, peut-être depuis votre voiture après une autre longue journée et que quelque chose dans cette histoire vous semble familier, je veux que vous m'entendiez clairement. Vous n'êtes pas fou, et vous n'êtes pas faible. Vous vous réveillez. C'est ce que l'on ressent au début avec la vérité, désorientant, aveuglant, mais purifiant. Laissez-la venir. Laissez-la vous montrer ce qui était réel et ce qui ne l'a jamais été. Et quand ce sera le cas, promettez-vous ceci, ne laissez pas l'amertume être la seule chose qui survive. Laissez la connaissance survivre aussi. Laissez la leçon survivre à la blessure. Parce que la connaissance, pas la colère, est ce qui m'a finalement rendu libre. Si mon histoire vous a atteint, si elle vous a fait faire une pause, si elle vous a rappelé votre propre force, faites-moi savoir que vous êtes là. Laissez un simple « j'écoute » dans les commentaires ou dites-moi d'où vous venez. J'adore savoir jusqu'où la vérité peut voyager,
combien de cœurs elle peut atteindre à travers la distance et la langue. Et si vous croyez aux histoires qui aident les gens à guérir, aux histoires qui montrent que l'on peut tout perdre et se retrouver quand même, alors abonnez-vous, rejoignez cet espace et restez. Ce n'est plus seulement mon histoire. C'est la nôtre. Chaque fois que quelqu'un écoute, chaque fois que quelqu'un prend la parole, le silence qui protégeait autrefois la tromperie diminue. C'est ainsi que le changement commence. Une voix à la fois, une vérité à la fois. Parce qu'à la fin, ce n'était que ça, de l'encre, de la lumière et du temps. L'encre qui a tenté de réécrire ma vie. La lumière qui a exposé ce qu'elle cachait. Et le temps qui a prouvé que rien de falsifié ne peut durer éternellement. Alors, merci d'avoir écouté, d'être ici, d'avoir laissé mon histoire vous trouver. L'encre a séché. Les mensonges se sont estompés. Mais la vérité est toujours vivante. Elle respire encore.